Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu. Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 du soir, qu'il a rendu son dernier soupir. C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité. Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret. Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité. L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le Sauveur du monde. Une couronne d'épines. Napoléon, le crépuscule de l'aigle, une série réalisée par Frankistas et Pierre de Valais. Premier épisode, l'invasion d'un seul homme. Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Vous accusiez mon long sommeil. Vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie. J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce. J'arrive parmi vous reprendre mes droits, qui sont les vôtres. Ces mots, ce sont ceux de Napoléon, prononcés lors de son débarquement sur les côtes françaises près de Cannes en mars 1815. Il revient de son exil sur l'île d'Elbe. Pour comprendre ce premier exil, il faut retourner 1 an en arrière. La France, en 1814, est seule contre toute l'Europe. Après le désastre de la campagne de Russie, après la défaite de Leipzig, Napoléon doit se battre à 1 contre 5 pour tenter d'empêcher l'invasion de la France. Malgré son génie militaire, l'empereur des Français n'arrive pas à arrêter l'avancée des alliés européens sur Paris. Napoléon est déchu par le Sénat et contraint d'abdiquer. Louis XVIII monte sur le trône, c'est la première restauration, le retour de la monarchie 21 ans après l'exécution de Louis XVI et les débuts de la Révolution. Napoléon doit alors quitter son pays. On lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe, sur laquelle on l'exile. Mais moins d'1 an plus tard, il s'échappe avec 900 hommes et s'embarque à destination de la France. Il y pose le pied à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Personne ne s'attend à son retour. Napoléon veut à présent remonter sur Paris et reprendre son trône. C'est le début d'une des plus incroyables périodes de l'histoire, les 100 jours. Napoléon ne renonce jamais, il ne renonce jamais à rien. Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Probablement, le retour en France est d'abord quelque chose qui tient à l'ambition personnelle, c'est-à-dire qu'il se voit mal terminer ses jours, même dans une île aussi agréable que l'île d'Elbe, mais encore moins évidemment dans les îles où on veut l'envoyer. Donc je pense que son premier mouvement, c'est un mouvement d'ambition personnelle. Et puis, il est conforté dans sa décision par toutes les informations qu'on lui transmet. On vient le visiter à l'île d'Elbe, il lit les journaux, il a des espions en Italie. Et tous ces gens lui disent, au fond, un retour est possible, les Bourbons sont rejetés, donc vous pourriez être à nouveau le sauveur de la nation. Je dirais qu'il y a un faisceau de choses. Napoléon ne demande qu'à être convaincu. Et évidemment, dans les informations qu'il reçoit, il ne retient que ce qui l'intéresse. Une fois débarqué, Napoléon multiplie les appels à l'armée pour qu'elle se rallie à lui. Soldats, dans mon exil, j'ai entendu votre voix. Je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls. Votre général,
appelé au trône par le choix du peuple et élevé sur vos pavois, vous est rendu. Venez le joindre. Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors, vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. Le débarquement de Napoléon est d'abord une surprise pour tout le monde, en dépit du fait qu'il a croisé beaucoup de bateaux pendant le voyage, qu'on a dû le voir depuis les forts qui sont sur les petites îles au large de Golfe-Juan. Mais enfin bon, le débarquement se passe bien. Il y a quand même un incident qui est l'arrestation des premières estafettes qu'il envoie pour essayer de rallier des troupes royales. Mais bon, disons globalement, le pied-à-terre se passe très correctement. Et puis Napoléon a imaginé un itinéraire qui n'était pas le grand itinéraire pour remonter vers Paris, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il sait que la Provence lui est hostile. Il l'a constaté l'année passée au moment de son voyage aller vers l'île d'Elbe. Et puis, probablement, a-t-il préparé la marche sur Grenoble, l'entrée dans Grenoble. On hésite toujours à dire, bon, est-ce que c'était un vaste complot? Est-ce que beaucoup de gens étaient au courant du retour de Napoléon? En fait, on n'en sait pas grand-chose. Il y a toutefois à Grenoble un phénomène, un faisceau d'indices, si l'on peut dire, qui montre qu'au moins jusqu'à Grenoble, la marche avait été préparée avec des complicités à l'intérieur du territoire. Napoléon sait comment parler aux soldats et surtout, il sait comment galvaniser ses troupes. Dans un cas comme celui-ci, il faut penser lentement et agir vite. J'ai longtemps pesé et considéré très mûrement ce projet. Il est inutile que je vous parle de la gloire et des avantages que nous recueillerons si nous réussissons. Si nous échouons, pour des militaires habitués depuis l'enfance à contempler la mort sous toutes les formes, le sort qui nous attend n'est pas effrayant. Nous y sommes familiers et nous la méprisons. Car plus de 1000 fois, nous avons vu en face celle qu'un revers peut nous causer. Lorsque Napoléon programme son retour de l'île d'Elbe, il a deux types de problèmes. Le premier, c'est de savoir comment la France va l'accueillir, et le deuxième, c'est de savoir comment l'Europe va l'accueillir. Et on peut dire qu'il a un petit peu négligé le facteur européen, parce que, bien que sachant que le Congrès de Vienne était encore réuni, il a tenté cette opération, alors même que les souverains étaient au même endroit, ils étaient à Vienne, qu'ils avaient donc la possibilité de se voir très vite, de décider très vite. Et là, c'est probablement le point faible de la stratégie générale de l'opération. Le Congrès de Vienne, c'est une des grandes réunions de l'histoire diplomatique. Charles-Éloi Vial, historien, auteur de Napoléon, la certitude et l'ambition. Simplement, ce sont les vainqueurs de Napoléon qui vont se réunir à Vienne, donc reçus par l'empereur d'Autriche, et ce qu'ils vont faire, c'est jeter les bases d'un nouvel ordre international pour essayer de digérer les bouleversements diplomatiques et géopolitiques de la Révolution et de l'Empire et construire un nouvel ordre européen sur les ruines de l'Empire napoléonien. Un ordre européen donc où il y aurait une Allemagne redessinée, réorganisée, des nouveaux équilibres géopolitiques qui se mettraient en place, où l'Angleterre aurait naturellement à nouveau une place sur le continent, où la Russie s'emparerait à nouveau de cette partie de la Pologne qu'elle convoitait, qui lui ouvre la porte vers l'Allemagne, et où la France serait ramenée dans des limites plus raisonnables, des frontières redessinées, proches de ce qui était encore la France à l'époque de Louis XVI. Donc cela fait une croix, en quelque sorte, sur les conquêtes de la Révolution et de l'Empire, mais on a l'impression qu'avec ce congrès de Vienne, les discussions commencent à partir du mois de septembre-octobre 1814 et se poursuivent ensuite jusqu'en juin 1815. L'idée, c'est de parvenir à une sorte de consensus avec des puissances secondaires, des puissances tertiaires, des puissances de premier ordre et des États tampons qui contiendraient la France également, c'est-à-dire on crée par exemple un royaume des Pays-Bas, on va recréer le royaume de Piémont-Sardaigne, on va donner un accès à la Prusse plus près du Rhin. L'idée, c'est de contenir la France, qui est toujours une sorte de chaudron bouillonnant d'idées révolutionnaires, pour qu'en cas de réveil, de nouvelles révolutions, immédiatement on puisse prendre les armes et calmer le jeu. Donc il y a cette idée de redessiner une Europe qui serait une Europe durable, une Europe où il n'y aurait plus de guerre, où les gens pourraient commercer entre
entre États, entre nations, sans plus craindre cette domination sans partage qui avait été celle de l'Empire, et sans plus craindre qu'une nouvelle puissance géopolitique locale n'émerge, que ce soit la Prusse, que ce soit l'Autriche, que ce soit la Russie. On ne veut plus de nouveau César qui terrifierait tout le reste du continent. Les puissances déclarent, en conséquence, que Napoléon Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'est livré à la vindicte publique. Du point de vue de l'armée, en effet... Emmanuel de Waresquiel, historien, biographe de Fouché et Talleyrand. Son retour est possible et réussi grâce à ce qu'on pourrait appeler une mutinerie générale au sein de l'armée. C'est-à-dire, au fur et à mesure de la diffusion de la nouvelle de son débarquement, les régiments, les uns après les autres, se mutinent. C'est les fameux aigles qui sont conservés dans les havresacs des soldats et que les soldats sortent. Ceci se manifeste une première fois devant Grenoble le 7 mars 1815, lorsque, face au 5e de ligne qui est envoyé par Louis XVIII devant Grenoble pour barrer la route à Napoléon, oserez-vous tirer sur votre empereur? Et les soldats du 5e de ligne, littéralement, se jettent dans ses bras. Et puis ensuite, c'est le ralliement de la Bédoyère aux portes de Grenoble, c'est l'ouverture des portes de Grenoble, et puis Lyon, et puis Autun, et puis Fontainebleau, et puis Paris. Cambronne, je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une seule goutte de sang. Napoléon, là, débarque avec 1 millier de soldats avec lui, enfin 1 millier de soldats et sa suite, donc c'est quand même très peu, un peu de canons, etc. Mais enfin bon, si l'unité constituée de plusieurs milliers d'hommes s'oppose à lui, sur le papier, il ne peut pas gagner. Pierre Brandat, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène. Le seul endroit, si je puis dire, un peu vaste, c'est la plaine de la Fraye. Il va rencontrer l'armée royale, et là, il va tenter encore un nouveau pari. Il va se présenter devant les soldats, il va demander à sa garde de rester en arrière, il va s'avancer vers eux, ouvrir sa redingote et leur dire: soldats, voilà, si vous voulez tirer sur votre empereur, je suis là. Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Au lieu de recevoir des coups de fusil, ce sont des vivats, l'acclamation. Napoléon, là, tente encore un coup extraordinaire. Il sait que l'armée lui est restée acquise, il sait un certain nombre de choses, mais enfin, il prend beaucoup de risques au cours de cette aventure. Il dira d'ailleurs, jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier, à Grenoble, je suis devenu un prince. Il a pris ce chemin parce que l'année précédente, quand il s'est rendu à l'huile d'Elbe, en Provence, il avait été très mal accueilli. La Provence est restée royaliste et donc il avait failli être lynché. Enfin, il y a eu des émeutes lors de son passage. On avait brûlé son effigie. On avait aussi lynché un mannequin qui lui ressemblait. Enfin bon, donc il avait ce souvenir, mais aussi c'est en fait tactique parce que, eh bien, sur cette route où personne ne l'attend, hein, Napoléon choisit presque toujours l'endroit où on ne l'attend pas. Finalement, on ne pourra pas lui opposer en rang en ligne beaucoup d'hommes, et lui, finalement, même avec une petite armée, hein, parce que c'est ça, 1 millier d'hommes à peine, bon, au fur et à mesure, des troupes viennent le rejoindre, mais quelques milliers d'hommes, il sait que voilà, il peut l'emporter. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a, en 1794, il avait fait la première campagne d'Italie, hein, qui était une campagne dans laquelle il n'était pas encore le général en chef, mais le général d'artillerie, et c'était une guerre de montagne, donc il connaissait très bien ces reliefs-là. Il connaissait Golfe-Juan, hein, c'est lui qui en a fait comme artilleur dessiné les défenses, mais voilà, il a l'avantage du terrain, on va dire, de la vitesse, parce qu'en fait ses ennemis ne le suivent qu'à 24, 48 heures, 72 heures, et il faut savoir quand même que le 4 mars 1815, hein, ça fait quand même 4 jours qu'il est en France, le chef de la police de Louis XVIII écrit à son souverain: Sire, votre royaume n'a jamais été aussi tranquille. Donc on ne peut pas se tromper mieux. À Paris, c'est la consternation. La nouvelle du débarquement de Bonaparte est-elle réelle? Louis XVIII est déterminé, dans un premier temps, à rester sur son trône. Il déclare: Messieurs, dans ce moment de crise où l'ennemi public a pénétré une partie de mon royaume et qu'il menace la liberté de tout le reste, je viens au milieu de vous resserrer encore les liens qui, vous unissant à moi, font la force de l'État. J'ai travaillé au bonheur de mon peuple. J'ai recueilli, je recueille tous les jours, les marques les plus touchantes de son amour.
pourrais-je, à 60 ans, mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense ? Louis XVIII n'apprend la nouvelle du débarquement de Napoléon que le 5 mars à Paris, et il est d'ailleurs l'un des seuls à savoir, alors que tous pensent qu'on l'arrêtera tel un brigand ou un voleur aux portes d'Antibes, il est l'un des seuls à penser que les jeux sont faits. Car ce qui caractérise Louis XVIII, le roi philosophe, comme disait Madame de Staël, le gros cochon, diront évidemment les soldats de Napoléon, qui se moquaient de lui, c'est tout sauf le dieu Mars. C'est tout sauf un roi guerrier, c'est un roi de paix, il a la goutte, il est énorme. On porte le roi de sa chaise à son trône. Et l'expression a été d'usage à la cour, porter le roi. Et dans l'armée, on avait l'habitude, en se comptant dans les rangs, de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 18, et cochon 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, ça se passait comme ça. Le roi n'était pas populaire au sein de l'armée, c'est le moins qu'on puisse dire, pour des raisons fiscales et budgétaires, mais aussi tout simplement parce qu'il n'incarne pas le vainqueur des champs de bataille qu'incarnait bien sûr Napoléon. C'est absolument le yin et le yang, ces deux personnages. Mais intelligence politique, certainement, prescience des événements, certainement, et probablement aussi ce qui les rapproche, c'est une absolue confiance dans leur étoile. Alors du côté de Napoléon, ça s'appelle la fortune, et la fortune est, comme vous le savez, la compagne laïque de la Providence, donc du côté de Louis XVIII, ça s'appelle la Providence. Le roi lui-même et une partie de son entourage se demandaient ce qu'allait faire Napoléon. Parce que, évidemment, un homme pareil, cultivant une sous-préfecture dans la Méditerranée, c'était très, très, très paradoxal. C'est pourquoi, d'ailleurs, Louis XVIII a demandé à Talleyrand, au Congrès de Vienne, d'essayer de régler le sort de Napoléon. C'est-à-dire à la fois régler le sort de Murat, toujours roi de Naples, et puis de régler aussi le sort de Napoléon. Alors, évidemment, tout ça se passe un petit peu en coulisses. On ne peut pas immédiatement produire des notes en disant il faut arrêter Napoléon et l'envoyer ailleurs. Rappelons que Napoléon à l'île d'Elbe est un souverain internationalement reconnu, donc on ne peut pas aller arrêter, alors qu'on est en train de reconstituer la légalité au Congrès de Vienne, on ne va pas commencer à aller arrêter les souverains. Donc Louis XVIII a très probablement compris que la présence de Napoléon à l'île d'Elbe représentait un danger. Au moment où il apprend le débarquement de Golfe-Juan, on est tout à fait surpris de voir à quel point cet homme réagit avec sang-froid. Alors, ça tient à sa personnalité. Louis XVIII se considère comme étant de la plus belle race de l'univers, les Bourbons. Il considère encore qu'il est un roi, que sa dynastie est supérieure à toutes les dynasties européennes. Vous voyez comment il a reçu le tsar, en l'asseyant sur une chaise, alors que lui prend un fauteuil confortable, alors qu'il doit quand même beaucoup à Alexandre Ier. Donc, Louis XVIII, lui, est un petit peu convaincu, en son fort intérieur, que bon, au fond, on va bouter Bonaparte en Méditerranée, puis si au passage on pouvait mourir dans un affrontement, ça rendrait service à tout le monde. Et c'est probablement pour ça qu'au départ, il prend les choses avec un grand sang-froid. Il va très vite se rendre compte que toute cette fidélité qu'il avait cru rétablie autour de la monarchie bourbonienne était très fragile. Et sans doute se mord-il les doigts à ce moment-là de toutes les mesures qui étaient certes nécessaires, mais de toutes les mesures qui ont été prises à l'égard et même contre l'armée à certains moments. Et c'est véritablement ça. Le boomerang, ça n'est pas une adhésion populaire, ça n'est pas des foules qui emmènent Napoléon à Paris, c'est l'armée qui emmène Napoléon à Paris. Et en ce sens, le retour de l'île d'Elbe est un petit peu un coup d'État militaire. Mais si l'armée a accueilli le retour de Napoléon chaleureusement, on ne peut pas en dire autant de toute la population française. Ce qu'on peut savoir de l'adhésion de la population, parce qu'il n'y avait évidemment pas les baromètres hebdomadaires des journaux, c'est que sur le chemin de Napoléon lui-même, c'est-à-dire quelques kilomètres autour de la marche de la petite armée qui remonte vers Paris, bon, il y a eu une forme d'enthousiasme, les gens sont venus l'acclamer.
En revanche, on ne sait rien pour le reste de la France. D'abord, les nouvelles se sont répandues très lentement. Je vous rappelle que la marche vers Paris, ça dure 20 jours. C'est à peu près le temps qu'il faut pour transmettre les nouvelles à certains endroits du territoire. Et puis ça change tout le temps. Tous les jours, Napoléon fait 40 km de plus. Donc les gens ne sont pas très très bien informés de ce qui se passe. Et puis, si vous voulez, si on cherchait des indicateurs sur l'adhésion ou la non-adhésion de la population, mais il suffit de regarder les 3 élections qui ont eu lieu pendant les 100 jours. Les élections municipales au suffrage universel dans les communes de moins de 5000 habitants sont un succès pour les royalistes. Les maires royalistes sont reconduits. Les élections législatives, la partie bonapartiste de la nouvelle Chambre des députés est à peu près d'une 40aine sur 600 députés, donc ça fait pas beaucoup. Il y a beaucoup de libéraux, il y a beaucoup d'anciens révolutionnaires, il y a pas mal de royalistes aussi qui sont élus. Et puis surtout, c'est l'échec du plébiscite de 1815, où on est à une participation probablement un peu inférieur à 20%, ce qui est quand même un peu plus de 2 fois moins que les plébiscites qui avaient eu lieu sous le consulat. Donc si on devait chercher un indicateur d'adhésion populaire, celui-ci me semble être un indicateur assez intéressant parce qu'on dispose quand même là de 3 résultats électoraux en 2 mois et c'est quand même un signe. Et puis probablement les nouvelles de la décision prise par les Alliés d'attaquer la France, qui se retrouvent dans les journaux, qui filtrent de toute façon on va dire dans les élites, puis percolent un petit peu sur la population, ne sont pas de bonnes nouvelles. Les Français n'ont pas envie de repartir en guerre. Enfin, les anciens maréchaux de Napoléon, lassés de la guerre et qui l'avaient poussé à abdiquer l'année précédente, ne voient pas le retour de leur ancien chef d'un bon œil. Le maréchal Soult aura des mots très durs. Cet homme qui naguère abdiqua aux yeux de l'Europe un pouvoir usurpé dont il avait fait si fatal usage, est descendu sur le sol français qu'il ne devait plus revoir. Que veut-il? La guerre civile. Que cherche-t-il? Des traîtres. Où les trouvera-t-il? Bonaparte nous méprise assez pour croire que nous pourrons abandonner un souverain légitime et bien-aimé pour partager le sort d'un homme qui n'est plus qu'un aventurier. Il le croit, l'insensé, et son dernier acte de démence achève de le faire connaître. Le maréchal Ney, le brave des braves, qui avait rallié la cause des Bourbons, promet à Louis XVIII d'arrêter Napoléon en route vers Paris et de le ramener dans une cage de fer. Je fais mon affaire de Bonaparte. Nous allons attaquer la bête fauve. C'est bien heureux que l'homme de l'île d'Elbe ait tenté sa folle entreprise, car ce sera le dernier acte de sa tragédie, le dénouement de la napoléonade. Je prendrai un fusil, je tirerai le premier coup et tout le monde marchera. Louis XVIII dira de Ney : Voilà un brave homme qui va faire de la bonne besogne. Mais pour Dieu, quel enthousiasme! Nous ne lui en demandions pas tant. Cette fameuse promesse de Ney faite à Louis XVIII de ramener Napoléon dans une cage de fer, qui finalement n'est pas tenue par Ney, qui sera considéré et tenu pour le traître principal de ce fameux vol de l'Aigle de mars 1815 et qui finira fusillé à l'Observatoire en décembre 1815 après avoir été jugé et condamné à mort par la Chambre des Pairs réunie en haute cour de justice. Donc il y a cette fameuse phrase de Ney: on ne peut arrêter la mer avec la paume de la main. Hein. On en parlera jusqu'au Kamchatka, disait Ney également, qui finalement essaye de persuader ses soldats de marcher sur Napoléon. On n'est pas suivi par eux, et pour ne pas perdre la face, finit par suivre ces soldats qui eux aussi se jettent dans les bras de Napoléon. Ça se passe comme ça au fond. Hein. La frustration dans l'armée est telle, les souvenirs, et c'est donné dans un certain nombre de mémoires d'officiers, tout ce conflit entre les souvenirs, les sentiments, les souvenirs de gloire et de bataille d'un côté et les devoirs de l'autre, les serments prêtés à Louis XVIII après l'abdication de Napoléon par les officiers. Thiébaut le dit très bien dans ses mémoires lorsqu'il est parmi les derniers dépêchés sur la route de Fontainebleau pour arrêter Napoléon entre Paris et Fontainebleau le 19 mars, et qu'il s'aperçoit que entre les souvenirs et les serments, entre les souvenirs et les devoirs, sa conscience a tranché, ce sont les souvenirs qui l'emportent. Les souvenirs de gloire ont-ils submergé le maréchal Ney? Toujours est-il qu'il rejoint Napoléon dans son vol de l'Aigle. Sa défection à la cause des Bourbons fait l'effet d'une bombe. Ney dit à ses hommes: Soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. Les temps ne sont plus où l'on gouvernait la nation avec de ridicules préjugés et où les droits du peuple étaient méconnus et étouffés. La dynastie légitime que la nation a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon seul qu'il appartient de régner sur notre pays. Soldats, je vous ai souvent menés à la victoire.
Maintenant, je vous mène à la phalange immortelle que l'empereur conduit à Paris. Vive l'empereur! Rien n'empêchera dorénavant l'Aigle d'atteindre les portes de Paris. Benjamin Constant, chef de l'opposition libérale sous le consulat de Napoléon Bonaparte, ne cache pas son désarroi. Après avoir versé tous les fléaux sur notre patrie, il a quitté le sol de France. Qui n'eût pensé qu'il le quittait pour toujours? Tout à coup, il se présente et promet encore aux Français la liberté, la victoire, la paix. Auteur de la constitution la plus tyrannique qui ait régi la France, il parle aujourd'hui de liberté. Mais c'est lui qui, durant 14 ans, a miné et détruit la liberté. Il a attiré sur la France l'humiliation d'être envahi. Il a perdu les conquêtes que nous avions faites avant lui. Il promet la paix. Et son seul nom est un signal de guerre. Louis XVIII est contraint de partir. Ou plutôt de fuir, diront certains. Il déclare « J'ai travaillé au bonheur de mon peuple. Je recueille tous les jours les marques les plus touchantes de son amour. Pourrais-je, à 60 ans, mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense? Je ne crains donc rien pour moi, mais je crains pour la France. Celui qui vient allumer parmi nous les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. Il vient remettre notre patrie sous son joug de fer. » Entre le 19, au moment où Louis XVIII part, et le 20 mars, Napoléon arrive au soir du 20 mars. Charles-Éloi Vial. Il y a une sorte de vide, c'est-à-dire vacances du pouvoir, les Tuileries sont vides, il n'y a plus de souverain sur le trône. Et c'est très curieux parce que Paris est divisé entre les partisans, les admirateurs de l'empereur, surtout qui sont assez nombreux, surtout dans les faubourgs populaires, et les quartiers un peu plus aisés, où l'on se demande ce qui va se passer. Est-ce que Paris va être plongé dans la guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir des combats, des confrontations? Donc il y a une vraie crainte de la violence, parce que Paris a déjà été occupé l'année précédente. Paris se souvient aussi de la terreur à l'époque de la Révolution, donc Paris n'a aucune envie de voir le sang couler. Donc il y a une forme d'incertitude, une forme d'attentisme. On se demande ce qui va se passer, et finalement, on est assez content de voir Napoléon arriver, parce que Napoléon, c'est l'ordre, c'est la peur du vide. La nature a horreur du vide, et là, le vide est rempli, puisque un souverain va arriver aux Tuileries, reprendre le contrôle de la police, reprendre le contrôle de la justice, donc les désordres ne sont plus à craindre. Donc c'est quand même assez rassurant de voir qu'un souverain revient. On se rend bien compte dans cette journée du 20 mars de cette latence, de cette incertitude. Louis XVIII a oublié le prince de Condé, par exemple, qui était resté dans son appartement aux Tuileries et qui part en catastrophe complètement terrifié. Il y a toujours quelques domestiques qui chargent des bagages en catastrophe, avec peut-être une malle avec ces fameuses pantoufles dont il rêvait tant. On voit qu'il y a des tentations de piller le palais. Donc la garde nationale se rassemble, mais au nom de qui elle se rassemble? Au nom du roi ou au nom de l'empereur? Donc finalement, il y a une sorte de passage de pouvoir qui s'opère dans l'après-midi entre les partisans de l'empereur qui vont remplacer ceux du roi, qui vont s'éclipser, s'effacer, et en réalité le personnel impérial des Tuileries reprend sa place, reprend ses uniformes, et l'anecdote d'ailleurs est très connue, les courtisans de l'empereur reprennent leur poste, et quelques-unes des dames de la cour commencent à découdre les fleurs de lys des tapis, parce qu'en dessous il y avait encore les aigles. Le général baron Thiébaut, fervent de l'Empire, est présent lors de l'arrivée de Napoléon aux Tuileries. Il décrit dans ses mémoires ce qu'il a vu et ressenti lors de ce moment incroyablement chargé en émotions. Je crus assister à la résurrection du Christ. Il y avait à peine 3 heures que, soldat des Bourbons, j'avais encore mes canons braqués contre lui. Mais maintenant, il me semblait que j'étais redevenu français. Et rien n'égalait les transports et les cris avec lesquels j'essayais de lui manifester la part que je prenais à l'hommage qui lui était rendu. Rien n'a ressemblé à ce quart d'heure, dira Victor Hugo des 100 jours dans Les Misérables. Emmanuel de Waresquiel. Ce double chassé-croisé tout à fait extraordinaire. Et cette arrivée de Napoléon qui gravit quasiment yeux fermés, tâtonnant, entouré des soldats qui l'acclament, précédé, je crois, par Caulaincourt, et qui ne comprend presque pas ce qui lui arrive lorsqu'il gravit les marches des Tuileries dans la soirée du 20 mars 1815. C'est un phénomène totalement bouleversant. L'ambiance qui règne aux Tuileries est indescriptible. Lavalette, le directeur général des postes sous le Premier Empire, présent lui aussi, explose de joie.
Un cri de vive l'empereur, mais un cri à fendre les voûtes. Un cri formidable se fit entendre. C'était celui des officiers à demi-solde, pressés, étouffés dans le vestibule et remplissant l'escalier jusqu'au comble. L'empereur était vêtu de sa célèbre redingote grise. Je m'avançai vers lui, le contemplant avec une émotion profonde, les yeux baignés de larmes, et répétant dans mon délire « Quoi ? C'est vous ? C'est vous ? C'est enfin vous !» Il est certain, au bout du bout, qu'au-delà du fait que Napoléon arrive à Paris dans la soirée du 20 mars 1815, ce vol de l'aigle, l'aigle avec les couleurs nationales flottera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, participe ô combien pleinement à la légende napoléonienne, et qu'elle est un élément constitutif et essentiel de la légende napoléonienne, telle qu'elle sera restituée par Lascaz à travers le mémorial publié en 1823. C'est tout à fait essentiel. L'envahissement d'un seul homme, dira Benjamin Constant. Et en même temps, ce vol de l'aigle, avec les décrets qui sont pris notamment à Lyon, le 10 mars 1815, c'est le retour de la Révolution. Par les discours mêmes qui sont prononcés par Napoléon au fur et à mesure de ce vol de l'aigle, qui rappellent, je dirais, tous les vieux poncifs de la Révolution. Les Bourbons, les fourgons de l'étranger, les traîtres, les ennemis et les non-patriotes, stigmatisant le clergé, la noblesse. C'est une reprise des discours de la terreur de 1793. Je viens avec une poignée de braves parce que je compte sur le peuple et sur vous. Le trône des Bourbons est illégitime, puisqu'il n'a pas été élevé par la nation. Il est contraire à la volonté nationale, puisqu'il est contraire aux intérêts de notre pays, et qu'il n'existe que dans l'intérêt de quelques familles. Demandez à vos pères. Interrogez tous ces habitants qui, des environs, arrivent ici. Vous apprendrez de leur propre bouche la véritable situation des choses. Ils sont menacés du retour de la dîme, des privilèges, des droits féodaux et de tous les abus dont vos succès les avaient délivrés. Passé l'euphorie du retour au palais des Tuileries, le lendemain, Napoléon constate que la France a changé pendant son absence. Les choses vont être plus compliquées que prévu. Quand il arrive à Paris, il faut le temps qu'effectivement les choses reviennent en place. Bon, il retrouve quand même son administration, il retrouve même ses domestiques aux Tuileries, etc. Il retrouve son bureau, en fait, presque ses habitudes. Pas grand-chose n'avait bougé, mais enfin quand même, la France a évolué en un an. Louis XVIII a eu l'intelligence justement de préserver les institutions napoléoniennes. Il a donné quelques libertés supplémentaires. Donc en fait, même si l'armée lui est très hostile, parce que, enfin, surtout aux Bourbons en général, son frère, le futur Charles X, le comte d'Artois, mais la France a quand même évolué, a goûté à la paix aussi, et Napoléon, même s'il ne veut pas de la guerre, c'est quand même la guerre en fait qui retourne, parce que les puissances alliées, quand il a débarqué, eh bien aussitôt elles étaient déjà réunies en fait, parce qu'elles se trouvaient à Vienne. En fait, aussitôt se sont concertées et ont signé le traité de la Quadruple Alliance. Un traité lui aussi unique, un peu unique dans l'histoire mondiale, parce qu'en fait c'est un traité non pas dirigé contre une puissance ou un pays, c'est dirigé contre Napoléon seul. Ce traité du 25 mars 1815, en fait, dit que les puissances alliées, qui étaient la Russie, la Prusse, la Russie et l'Autriche, ne baisseront les armes qu'une fois Napoléon neutralisé. Le terme n'est pas précisé, et il ne l'appelle pas Napoléon, il l'appelle le perturbateur du repos du monde. C'est dire qu'en fait, Napoléon trouble leur sommeil depuis très longtemps, et qu'en fait, ils ont envie de se rendormir tranquilles sur leur trône, et Napoléon, effectivement, est celui qui dérange. Il est l'incarnation d'une France malgré tout révolutionnaire, et donc pour eux il faut absolument clore ce chapitre. Et en fait le 25 mars 1815, avant même qu'il sache qu'il ait repris toutes les rênes du pouvoir, son trône en entier, en fait il lui déclare la guerre lui seul, et ils ne s'arrêteront qu'une fois Napoléon hors d'état de nuire, c'est ce qu'ils disent. Et en fait ça, Napoléon l'a mesuré, mais
pensait peut-être pouvoir quand même arriver à, comme 10 ans avant, essayer de séduire une puissance l'une contre l'autre, enfin jouer le jeu européen. Mais en fait, le jeu européen est totalement fermé et n'a qu'une obsession, et d'ailleurs n'est ligué que par cela, hein, quand on appelle la Sainte Alliance. En fait, la Sainte Alliance, c'est cette réunion de pays, mais contre Napoléon, contre une France révolutionnaire qu'ils ne veulent plus voir ou à laquelle ils ne veulent plus penser, qu'il faut absolument oublier. Et pour reprendre le cours des choses d'avant 1789, même dans une large mesure, même si certaines choses ont évolué et qu'ils acceptent, mais voilà, c'est un point de vue. Ça compte beaucoup pour la suite parce qu'en fait, Napoléon n'a pas mesuré cette hostilité et il va tenter des ouvertures, il va tenter un certain nombre de choses, mais en fait, il sait qu'il lui faut repartir en guerre, pour une guerre contre toutes les puissances, il est à un contre tous. Mais si la France a changé, Napoléon aussi. Ce n'est plus l'homme d'Austerlitz. Jean-Antoine Chaptal, qui devient ministre d'État pendant les 100 jours, dit de lui. Les personnes qui l'approchaient de plus près remarquèrent le très grand changement opéré dans la constitution physique et morale de Napoléon. La fatigue du cheval lui devint insupportable. Le sommeil, qu'il avait maîtrisé jusque-là, le maîtrisa à son tour. Lui seul ne s'aperçut pas de ces changements. Il voulut réparer sa fortune sans avoir les mêmes moyens qu'il avait eus pour la fonder. Napoléon n'est pas un seul bloc. Thierry Lenz. Ce n'est pas un personnage unique. Il a connu à la fois les outrages du temps, sur le plan de son énergie, sur le plan de ses idées. Et puis il est monté tellement haut à un moment donné que, une fois qu'on est très très haut, on ne voit plus tellement ce qui se passe en bas. Et c'est un peu ce qui se passe au début des 100 jours, c'est-à-dire que la remontée vers Paris, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Ça se passe quand même plutôt bien. Il est acclamé par les populations sur son chemin, les troupes le rejoignent, donc probablement a-t-il à ce moment-là des espoirs qu'il place un tout petit peu haut. Mais dès le 21 mars, c'est-à-dire le lendemain de son retour à Paris, le retour sur Terre est assez fracassant parce que personne ne veut entrer dans son gouvernement, et puis surtout, il apprend très très vite que les puissances réunies à Vienne ont décidé de lui faire une guerre quasiment personnelle. Napoléon prend conscience de la difficulté intérieure qui l'attend, d'abord par la froideur de tous ceux qui l'avaient entouré pendant les 14 premières années de son règne, qui se font vraiment prier pour entrer dans son gouvernement. Même un homme comme Maret, l'ancien secrétaire d'État impérial, refuse au départ de reprendre son ministère, alors que Maret est véritablement le napoléonolâtre de service. Et donc Napoléon se rend bien compte qu'il va lui falloir prouver des choses, ce qui ne lui était pas arrivé depuis assez longtemps. Il va falloir donner des gages, ce qu'il ne sait probablement pas faire. Et c'est pourquoi probablement, même s'il aurait bien aimé avoir la paix avec l'Europe, c'est pourquoi la continuation de la guerre ou la reprise de la guerre va beaucoup lui servir pour mettre un petit peu d'huile dans le jeu, si l'on veut, et lui permettre de revenir sur la scène politique en ayant fait une petite sortie sur le terrain militaire. Malheureusement pour la France, l'Empire, ou plutôt l'Empereur, est donc condamné par le tribunal des puissances alliées. Ce sera la guerre à mort. La prochaine campagne de Belgique, qui va se terminer par la célèbre bataille de Waterloo, oblige Napoléon à lever une nouvelle grande armée dans un temps record. Son activité, même s'il libéralise son régime, même s'il politiquement il est très présent, c'est reconstituer une armée capable d'affronter l'Europe. Donc ce n'est pas un mince pari, il n'a que quelques semaines, parce que comme toujours, là, Napoléon encore veut prendre l'initiative et n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et d'attendre. Et donc il veut partir en guerre le premier, mais pour ça il faut faire repartir une machine de guerre qui s'était arrêtée et qui n'avait qu'une envie, c'est s'arrêter. Donc ça va être difficile, mais néanmoins il va parvenir à remonter une armée pour partir vers la Belgique et la campagne de Belgique. Soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir. Mais avec de la constance, la victoire sera à nous. Les droits, l'honneur et le bonheur de la patrie seront reconquis. Pour tout Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr. Première grande difficulté de Napoléon, c'est recréer une armée. Thierry Lenz. Louis XVIII a licencié, on va dire, la moitié de l'armée. L'armée française a été largement désarmée après sa défaite. Elle a perdu son artillerie, elle a perdu même ses armes légères. La conscription n'existe plus. Or,
Napoléon s'est beaucoup servi de la conscription pour augmenter ses effectifs. Il va être obligé de trouver un biais juridique un petit peu tordu pour pouvoir rappeler quelques jeunes sous les drapeaux. Donc il y a un problème d'équipement, un problème d'effectifs, probablement un problème de motivation chez les cadres supérieurs, un peu moins chez les officiers, on va dire, subalternes, mais il se trouve vraiment confronté à des difficultés énormes. Et d'ailleurs, au moment où il va prendre l'offensive en Belgique, il emmène avec lui les seules troupes qui sont combattantes. Toutes les autres troupes, les petites armées qu'il a mises aux frontières, l'armée qu'il a envoyée en Vendée, sont composées pour moitié de gardes nationaux qui parfois partent sans fusil. On a dans la correspondance de Napoléon une lettre à Fouché dans laquelle il lui demande de fabriquer des piques. Ça veut dire qu'on n'a pas de fusil pour armer les fédérés ou la garde nationale à Paris. Donc c'est un coup de poker qui consiste pour Napoléon à tenter une sortie dans la grande place assiégée qu'est la France à ce moment-là, et en se dirigeant vers d'abord les armées les plus faibles qui vont lui être opposées, celles de Blücher et celles de Wellington, avec comme objectif, moi j'en suis convaincu, la prise de Bruxelles, qui aurait signifié deux choses. D'abord, l'armée anglaise avait été battue et l'Angleterre n'a qu'une seule armée, donc l'Angleterre n'aurait plus eu d'armée. Et puis, une fois arrivé à Bruxelles, Napoléon aurait pu éventuellement annoncer que, voilà, ça y est, la France rentrait dans ses limites naturelles et que désormais il n'avait plus d'ambition territoriale. C'était sa seule chance de parvenir à entrer en négociation avec ses adversaires. Moi, je pense tout de même que jamais les adversaires n'auraient accepté de négocier. Ils avaient à peu près entre 600 et 1 million d'hommes qui marchaient sur la France, pratiquement pas d'armée à l'Est pour les arrêter, donc ça aurait été un remake de la campagne de France, et au fond, par rapport aux conséquences que cela aurait pu avoir, alors je sais que je vais m'attirer les foudres des napoléonistes, il est aussi bien que cette aventure-là se soit terminée à Waterloo. Napoléon va donc jouer le tout pour le tout. Il va une fois encore faire appel à une ancienne alliée qu'il a si souvent couvert de succès pendant toutes ses campagnes, la vitesse. Pour contraindre les Alliés à négocier, il veut obtenir une victoire décisive en Belgique en battant les Anglais et les Prussiens, chacun à leur tour. Il veut comme cela les empêcher de se rassembler. Personne ne pense qu'il prendra l'offensive, pas même Wellington, son futur ennemi, qui est déjà à Bruxelles. Il n'y a rien de neuf ici. Les rapports nous indiquent que Bonaparte va rejoindre son armée et nous attaquer. Mais on m'a signalé le 10 qu'il se trouvait toujours à Paris. Et à en juger par son discours devant la législature, son départ n'a rien d'imminent. J'estime que nous sommes désormais trop forts pour celui-ci. Napoléon quitte Paris le 12 juin 1815, convaincu qu'il reviendra bientôt victorieux. Il ne se doute pas qu'il se dirige vers son destin tragique. Nous quittâmes Paris à la pointe de l'aube. J'allais rejoindre mon armée. 120 000 braves à la frontière belge. Ensemble, nous allions faire route vers le royaume des Pays-Bas. Nous partions affronter les ennemis coalisés contre l'Empire, et le premier serait cet Irlandais vaniteux, ce Wellington. Je partais avec la rage de vaincre au ventre. Ce sera ma plus belle campagne, la bataille des batailles, mon chef-d'œuvre. La bataille qui va se donner sauvera la France et sera célèbre dans les annales du monde. Je ferai jouer ma nombreuse artillerie. Je ferai donner ma cavalerie. En apprenant l'entrée des troupes napoléoniennes sur le territoire belge, Wellington est abasourdi. Mon Dieu! Napoléon m'a roulé. Il a 24 heures d'avance sur moi! Il se surestime et il sous-estime ses adversaires. Pierre Branda. En fait, il est persuadé que lui seul suffit pour faire la différence. En fait, il a d'ailleurs dit, 50 000 hommes et moi, ça fait 150 000. Là, il se trompe un peu parce que ses adversaires ont appris et il s'est un petit peu enfermé dans sa propre légende et il pense qu'à lui tout seul, finalement, il arrangera tout. Il faut dire que dans le passé, les circonstances l'ont servi. Chaque fois qu'il a été en difficulté, finalement, un miracle est intervenu et donc à chaque fois, ce qu'il appelle la fortune, comprendre la chance, l'a sauvé. D'ailleurs, Napoléon était quelqu'un qui croyait beaucoup à cela, à la chance. Il disait toujours, quand on lui présentait un général, quand on lui vantait ses qualités, il disait toujours « mais ce général a-t-il de la chance ?» Voilà, donc c'est quelqu'un qui croit en un certain nombre de choses, qui croit d'abord beaucoup en lui-même, et finalement, pour lui, qui s'est rendu en Égypte, qui a vaincu sous les pyramides, qui est le seul conquérant quand même qui a conquis Moscou, si je puis dire, aller jusqu'à Bruxelles, de Paris,
pas un trajet extraordinaire pour lui, d'autant que l'armée prussienne, il l'a battue très sévèrement en 1806, et l'armée de Wellington est quand même très hétéroclite, il le sait. Alors ce n'est plus la grande armée, mais c'est son armée de vétérans, eh bien, il se pense en position de force, et que tout ça ne sera l'affaire que de quelques heures. Et d'ailleurs, son plan, au départ, fonctionne, puisqu'il remporte une première victoire contre les Prussiens le 16 juin à Ligny. Alors, le problème, c'est que ces troupes ont manqué de coordination. Le corps de Drouet-d'Erlon n'est pas arrivé sur le champ de bataille, ce qui aurait achevé les Prussiens. Donc, en fait, il les bat, il a l'avantage du terrain, mais il ne les a pas écrasés. Donc, en fait, ce qui fait qu'eux peuvent revenir dans le jeu et continuer la partie, si je puis dire. Si on voudrait faire une petite modernité, on dirait que les Prussiens ne sont pas game over. Ils continuent le jeu et ont décidé, juste après la bataille, après leur défaite, eh bien, de revenir auprès des Anglais, dans ce à quoi Napoléon ne s'attend pas en fait. Et lui, si je puis dire, fonce tête baissée sur les Anglais en se disant c'est leur tour et en quelques heures je vais les détruire. Mais là, il va se tromper encore une fois lourdement. En fait, Napoléon pêche par excès d'optimisme, il n'est pas diminué, en fait, il se surestime. C'est surtout ça son problème à ce moment-là. Waterloo est une des plus célèbres batailles de l'histoire et une des plus grandes défaites de l'armée française. Une véritable tragédie. La défaite de Waterloo, c'est une des défaites préférées des Français. On l'a souvent appelée la défaite glorieuse. Alors, bien sûr, ça n'est pas faux compte tenu de la légende qui entoure cette bataille, mais si nous restons le 18 juin 1815, c'est une catastrophe épouvantable. C'est-à-dire que non seulement l'armée napoléonienne est battue, et rappelons que c'est la seule armée en état de combattre dont il dispose, elle est battue, mais elle est totalement détruite. C'est une bataille qui, de toute façon, aurait coûté très très cher à l'armée française pour la suite des opérations. Elle perd son artillerie, les régiments sont complètement disloqués, c'est une fuite éperdue. Il faut voir les témoignages notamment des poursuivants, des Anglais et des Prussiens, qui nous racontent à quel point la panique s'est saisie de l'armée française, où on ne savait plus comment fuir. Le passage des rivières est une espèce de capharnaüm épouvantable. Même Napoléon, d'ailleurs, a failli ne pas pouvoir rentrer en France. Donc, c'est véritablement sur le plan militaire un coup de tonnerre. Alors que Napoléon pensait détruire la seule armée anglaise, ce sont les Anglo-Prussiens qui ont détruit la seule armée française qui pouvait leur être opposée. Quand les soldats comprennent que tout est perdu, c'est la panique dans les rangs et le sauve-qui-peut général. Le célèbre capitaine Jean Roch-Coignet, qui a participé à 16 campagnes napoléoniennes et 48 batailles, décrit la débâcle au soir du 18 juin dans ses mémoires. Les soldats de tous les corps et de toutes les armes, marchant sans ordre, confondus, se heurtaient, s'écrasaient dans les rues de cette petite ville, fuyant la cavalerie prussienne. C'était à qui arriverait au plus vite de l'autre côté du pont sur la Dyle. Tout se trouvait renversé. Il était près de minuit. Au milieu de ce tumulte, aucune voix ne pouvait se faire entendre. Rien ne pouvait les calmer. Ils n'écoutaient personne. Les cavaliers brûlaient la cervelle de leurs chevaux. Des fantassins se la brûlaient pour ne pas rester au pouvoir de l'ennemi. Tous étaient pêle-mêle. Je me voyais pour la seconde fois dans une déroute pareille à celle de Moscou. C'est la débandade. Alors après, ensuite, on passe à la légende. Emmanuel de Waresquiel. D'abord les morts. Moi, je me suis intéressé à Waterloo du côté des morts. Cette lune était sinistre sur la plaine, ce que raconte le merveilleux, l'extraordinaire passage de Victor Hugo dans Les Misérables. Lorsque Thénardier arrive sur le champ de bataille, le lendemain de la bataille, et des trousses et dépouille les morts. C'est comme ça que se noue le drame des Misérables. Et je n'ai regardé Waterloo personnellement, en écrivant ce récit des 100 jours, que le 19 juin et pas le 18 juin. Il y a eu tellement de livres qui ont été publiés sur la bataille de Waterloo. Je ne suis pas un historien militaire, donc je voulais en voir les conséquences. Alors je ne me souviens plus du nombre des dizaines de milliers de morts de Waterloo, mais c'est considérable. Sur un champ de bataille extrêmement étroit,
C'est 7 km de large, c'est vraiment pas grand-chose. Alors on pourra toujours parler des conditions climatiques, de la pluie, du fait que les boulets de canon de l'artillerie napoléonienne ne rebondissaient pas pour faucher les rangs anglais. On pourra toujours parler des conditions physiques de Napoléon. On pourra toujours parler du fait que Berthier, le major général de la Grande Armée, n'était pas présent, qu'il a fait défaut. On pourra toujours parler du non-doublement des estafettes et du fait que, précisément, Grouchy, qui avait battu en partie les Prussiens l'avant-veille, arrive trop tard pour remporter la décision le 18 juin à Waterloo. On pourra toujours parler de tout ça. Il n'en reste pas moins que c'est probablement l'une des défaites les plus cruelles de toute l'histoire militaire française, peut-être avec Sedan. La défaite n'en est pas moins cinglante. Après, elle est rattrapée, comme toujours en France. On a la défaite glorieuse, on a l'habitude. L'armée passe son temps à célébrer ses défaites. Sidi Ibrahim, Bazeille, Cameron, qui est quand même une défaite cuisante. Mais enfin, c'est une défaite glorieuse. On aime ça en France, les défaites glorieuses. Donc, on invente des choses. On invente le mot de 5 lettres de Cambronne, qui aurait été jeté, et c'est surtout Victor Hugo qui l'invente, ce mot de 5 lettres, jeté au nom de la liberté à la face des rois de l'Europe et à la face de l'Ancien Monde. Mais tout ça, c'est la réinvention de la bataille. La réalité, c'est que cette bataille de Waterloo va profondément diviser les Français et qu'il faudra quasiment attendre Renan et le grand discours sur la nation prononcé à la Sorbonne en 1882, qui explique que c'est dans la défaite que les Français peuvent se réconcilier pour trouver une forme de réconciliation française. Mais Waterloo est un germe de division. Il y a d'un côté les glorieux combattants de Waterloo et de l'autre les traîtres qui n'y ont pas participé ou qui, au pire, étaient du côté des Anglais ou des Prussiens. Ce bain de sang vient de sceller le sort de Napoléon. Il doit quitter le champ de bataille et dans sa course pour retourner le plus vite possible à Paris, humiliation supplémentaire, il est forcé d'abandonner sa berline aux ennemis. Sait-il que cette défaite cinglante va le forcer à abdiquer une seconde fois? Ou croit-il encore qu'il peut à nouveau dominer les événements? Prochain épisode, les dernières heures de l'Empire. De retour à Paris après la défaite de Waterloo, Napoléon s'obstine aveuglément. Il est convaincu qu'il peut encore lever une nouvelle armée, alors qu'1 million de soldats alliés se dirigent vers la France pour sceller son destin. J'accablerai l'ennemi, mais il faut qu'on m'aide et qu'on ne m'étourdisse point. Tout peut se réparer encore. Écrivez-moi les faits que cette horrible échauffourée aura produit à la Chambre, surtout du courage et de la fermeté. Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé. Si, au lieu de lever en masse et de mesures extraordinaires, on dispute, tout est perdu. L'ennemi est en France. J'ai besoin, pour sauver la patrie, d'être revêtu d'un grand pouvoir, d'une dictature temporaire. Merci à Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda, Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz. Avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages. Tous les épisodes de la série Le Crépuscule de l'Aigle, consacrés aux dernières années de Napoléon, sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.